d'être venus. Donc ce soir, nous allons faire un cercle d'études. Donc un cercle d'études par rapport aux conférences, c'est un peu moins formel, c'est plus souple. Normalement, ça dure un peu moins longtemps et après, on a un petit temps pour les questions-réponses. Donc, ce soir, je vais essayer un cercle un petit peu particulier. Je dirais que je vais essayer de faire ça par petites touches impressionnistes. Je ne vais pas vous faire un déroulé. J'ai pris quelques thèmes sur des questions qu'on se pose assez facilement, sur la stratégie, sur le royalisme, sur le bien fondé, sur l'opportunisme. Vous allez voir ça. Donc, chaque thème essaye de répondre à des questions que normalement vous vous posez. Ou si vous ne vous les êtes pas posées, vous les seriez posées. Donc j'en ai pas pris beaucoup, j'ai pris 6 thèmes. Le premier que je vous propose, c'est ce que j'ai appelé le cadrage de la mission de l'Action française. L'Action française, c'est tout de même, dans le paysage politique français, c'est tout de même quelque chose de très particulier. Donc en quelques mots, je vais vous cadrer un peu sa mission. Le terme de mission est important. Ensuite, ce que je vous proposerai, c'est d'aborder une question toute simple. Est-ce qu'être royaliste, qui plus est royaliste politique, aujourd'hui, à notre époque, est-ce que c'est encore crédible ? Est-ce que c'est encore crédible ? Le deuxième point, là j'aborderai vraiment la stratégie d'action française sous un angle particulier qui est la stratégie à terminaison. Je vous expliquerai de quoi il en tourne. Quatrième thème. Alors là, le gros mot est lâché. J'aborderai la problématique de la dictature. Ensuite, autre thème, autre question, autre problématique. En règle générale, quand on découvre le royalisme, on se pose la question, et qui est la suivante, et même si ça marchait, même si on arrivait à restaurer le roi, est-ce que le pays n'est pas trop abîmé ? Question tout de même non négligeable. Et dernier point, là on collera un petit peu plus à l'actualité, mais y aura-t-il un jour réellement une opportunité pour la restauration de la monarchie ? Toutes ces questions, on peut se les poser le jour où on est séduit par les idées du nationalisme intégral, c'est-à-dire de la monarchie. Assez régulièrement, les gens disent « oui, c'est vrai, c'est imparable intellectuellement, oui, vous avez raison, mais enfin bon, c'est pas possible. Donc on abordera ce point-là. Alors, je reprends. Le premier point, le cadrage de la mission d'Action française. Alors, je vous prie de m'excuser, je vais tout de même lire quelques notes. Alors, premier point. L'Action française ne relève pas du royalisme de témoignage. Ça ne veut pas dire que l'Action française n'est pas d'accord avec le royalisme de témoignage. Qu'est-ce que c'est que le royalisme de témoignage ? Le royalisme de témoignage, vous l'avez tous rencontré, ce sont en général souvent des petits jeunes comme une fleur de lys,
Ils sentent qu'il faut porter une fleur de lys, ils sentent qu'il faut être royaliste, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. C'est un royalisme de témoignage. Par exemple, suite au film de Villiers sur Vaincre et mourir, il est évident qu'il va y avoir une vague de royalisme témoignage avec l'émotion que suscite ce film. D'accord ? L'Action française ne relève pas du royalisme de témoignage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir Vaincre ou mourir une fois, deux fois, peut-être. Hein. Mais en tout cas, ce n'est pas ça. Le royalisme de témoignage, certains l'appellent d'un mot qui a été un peu mis à la mode, qu'on appelle métapolitique. Ah, le terme est riche, c'est métapolitique. Le rôle de l'Action française, pour en revenir au terme de métapolitique, le rôle de l'Action française, ce n'est pas de gagner la guerre culturelle. Ça aussi, c'est un autre mot à la mode. À droite, maintenant, tout le monde veut gagner la guerre culturelle. On emploie l'expression, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que veut dire gagner la guerre culturelle. Au mieux, on a entendu que c'était Gramsci qui en avait parlé, mais on ne sait pas ce que c'est, mais on utilise le mot. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le rôle de l'Action française. Ça ne veut pas dire que l'Action française ne pratique pas le combat des idées. Au contraire, le combat idéologique, le combat des idées, l'Action française le mène. La guerre culturelle, ça veut dire, d'un point de vue royaliste, on va transformer tous les Français en royalistes, et après, ça sera facile de restaurer le roi. Là, l'Action française n'y croit absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Au contraire, nous pratiquons le politique d'abord, et non pas le culturel d'abord. Le politique d'abord, ça veut dire que si un jour, on veut dire que sur la seconde chaîne de télévision, on veut qu'il y ait les mêmes intervenants que sur CNews, il faut d'abord qu'on prenne le pouvoir d'État. Il faut d'abord avoir le pouvoir politique et les moyens d'État politique pour changer les mentalités. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a dit ça, le deuxième point, il coule de source. L'objectif de la mission d'Action française, c'est l'établissement de la monarchie. C'est simple, mais si on sort dans la rue et qu'on dit ça au premier café qui va, on va vous regarder avec des yeux ronds. Le rétablissement de la monarchie. De quoi cause-t-il ? Eh bien, c'est la mission de l'Action française. Donc la barre, elle est très, très haute. En conséquence, l'Action française relève d'une autre forme de royalisme qui est celui de la conspiration. Alors, j'ai pas de cagoule. Il ne faut pas avoir peur du mot conspiration. Notre royalisme est une conspiration à ciel ouvert. Nous n'avons pas peur d'affirmer que nous voulons restaurer la monarchie. C'est une conspiration. C'est une conspiration contre le système actuel. Mais on ne se cache pas. On ne se cache pas. Nous le disons. N'oublions pas que nous, royalistes, nous sommes des malgré-nous de la démocratie. C'est un peu comme les Alsaciens, qui étaient obligés de se battre dans l'armée allemande. On ne leur demandait pas leur avis. Nous, nous vivons en système démocratique, malgré nous. Et donc, nous affichons clairement notre conspiration à ciel ouvert. D'où, en fonction de cet objectif très particulier, la particularité de l'Action française, c'est d'être non pas un parti politique, mais un mouvement tiré école. C'est-à-dire que l'Action française est à la fois un mouvement d'organisation politique et en même temps une école de pensée. Dans l'histoire politique française, il y a un seul mouvement qui a été par le passé un mouvement école, c'est le Parti communiste français. C'est le Parti communiste français. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus un mouvement d'école, c'est un mouvement purement électoral. Nous sommes un mouvement école, école de pensée, mouvement politique. C'est-à-dire que là,
Vous pouvez regarder sur Twitter le site de l'Action française, vous verrez que dans les manifestations contre le projet de loi, à Pau, à Limoges, à Lyon, un peu partout en France, il y avait des participants de l'Action française dans ces manifestations. Ça, c'est le mouvement. Et puis l'école de pensée, c'est ce genre de choses, c'est-à-dire c'est la conquête des intellectuels, des milieux universitaires, en particulier universitaires et médiatiques. Particularité, donc, mouvement école. Et deuxième particularité, l'Action française est hors système. Alors vous allez me dire, mais tout le monde est un petit peu hors système. Oui, tout le monde veut être hors système. Tout le monde se dit hors système. Mais qui est réellement hors système? Quand vous écoutez les commentateurs télévisés, on va vous dire le Front National ou le Rassemblement National est hors système. Maintenant, quand on a 90 députés à l'Assemblée nationale, on n'est pas hors système. On n'est pas hors système. On va dire, oui, mais regardez, les gilets jaunes, ils sont hors système. Moi, je vous dis non. Non, les gilets jaunes ne sont pas hors système. Je suis désolé, peut-être de briser ou être en désaccord, le cas échéant, avec vous, mais le but des gilets jaunes, c'est justement de ne pas être sortis du système. Ce que reprochent les gilets jaunes, c'est qu'on les pousse en dehors du système, qu'on les exclut. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est avoir encore droit aux avantages du système. C'est une contradiction. C'est une contradiction. Donc, nous sommes hors système, ce qui nous oblige à avoir une stratégie politique. Alors vous allez me dire, mais tous les partis politiques ont des stratégies politiques. Je vous dirais oui, enfin, pas tout à fait. En tout cas, je peux vous la dire, la stratégie de tous les partis politiques. Avoir des élus locaux, avoir des députés et obtenir la présidence de la République. Et c'est toujours, il n'y a qu'une stratégie pour tout le monde, c'est la même. Alors ils pourront varier tactiquement. C'est sûr que le coup de force qu'a fait Macron, parce qu'il a fait un coup de force, on a parlé de hold-up démocratique, vis-à-vis de Fillon en particulier la première fois, d'autres partis politiques n'ont pas pratiqué cette tactique. Ça lui a porté chance. Et dernière particularité de l'Action française, c'est que, en ce qui concerne ces cadres dirigeants, ils ne peuvent pas se contenter d'admettre cette mission comme un principe, mais de ne pas chercher à la remplir. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. On ne peut pas se contenter de dire oui, c'est vrai, je suis convaincu, il faut restaurer la monarchie. Mais ne pas y travailler. Donc, le rôle des cadres dirigeants, il est là. Voici à peu près la particularité que je viens de la mission de l'Action française que je viens de vous cadrer. Ça, c'est le premier point. Retenez la spécificité que nous ne sommes pas un mouvement métapolitique qui prône la guerre culturelle, mais nous prenons le politique d'abord, c'est-à-dire que nous considérons que pour changer les choses, il faut avoir la maîtrise des moyens d'État. C'est un point très important. Voilà, premier point. Deuxième point. Être royaliste aujourd'hui, est-ce que c'est crédible ? Alors, moi, clairement, d'un point de vue objectif, le fait d'être royaliste en Europe, ce n'est pas une idée saugrenue. En Europe, il y a une bonne dizaine de monarchies. Nous, Français, on l'ignore. Il y a une bonne dizaine de monarchies, dont certaines, on en parle de façon un petit peu étonnée, c'est le Danemark en ce moment,
Et regardez un petit peu le système de traitement de l'immigration du Danemark, il étonne tout le monde. Hein. Avant que la République française pratique le même système de règlement de l'immigration que le Danemark, il y a de l'eau qui coulera sous les ponts de la Seine. Donc, je dirais, c'est pas saugrenu d'être royaliste aujourd'hui en Europe. On pourrait même aller plus loin. D'une certaine façon, est-ce que Poutine, c'est pas un tsar de Russie? Honnêtement, hein, est-ce que c'est pas un tsar de Russie? Regardez bien un peu depuis combien de temps il tient le pouvoir et essayez de me dire quand il le quittera. L'idée de la crédibilité du royalisme n'est pas saugrenue dans une Europe qui est tourmentée, maltraitée par les technocrates, et dans laquelle il y a une perception des monarchies européennes qui sont plus vues comme des reliques du passé. On ne regarde pas la monarchie de Suède, la monarchie du Danemark, la monarchie de la Belgique, la monarchie d'Angleterre, la monarchie d'Espagne, comme des reliques. Non, aujourd'hui, ce sont des États. Ce sont des États normaux. Évidemment, pour M. Mélenchon, il va demander une nouvelle fois qu'on décapite Louis XVI, si on en parle. Mais pour les Européens, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je dirais, donc, les monarchies en Europe sont indiscutablement des symboles d'unité des pays et d'équilibre. Ce sont des monarchies constitutionnelles. Ce qui n'est par exemple pas tout à fait le cas de la monarchie marocaine. Je ne vous cache pas qu'à l'Action française, on aurait plutôt tendance à préférer une monarchie de type marocaine qu'une monarchie constitutionnelle. Autre preuve, regardez un petit peu les obsèques aussi grandioses que populaires de la reine d'Angleterre. Vous avez vu ce phénomène international. Alors on nous dit, bon, c'est vraiment la fin, on enterrait la monarchie. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de monde dans la rue pour un enterrement de la monarchie. En tout cas, il y a une perception en Europe des monarchies qui est loin d'être négligeable en comparaison du pouvoir politique que tiennent les technocrates. L'image de marque des technocrates européens et européistes par rapport aux monarques, ça n'a rien de comparable. D'autant plus que la restauration monarchique n'est pas saugrenue dans un monde où la démocratie est plus considérée par tout le monde comme l'unique avenir politique. Si on parle de l'Europe, prenons les pays du groupe de Visegrad. Les 4 pays de Visegrad. Ils se disent-ils libéraux? Non, ils se disent illibéraux. On les dit illibéraux. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la démocratie trouve ses limites. Si vous écoutez certaines informations, on vous dira que ce sont des quasi-dictatures. En tout cas, ils sont 4. Rajouter aux 12 monarchies européennes, ça commence à faire. L'idée n'est pas saugrenue dans un monde où la notion de progrès des idéologues des Lumières, parce qu'on nous parle beaucoup de l'idéologie des Lumières, elle est de plus en plus associée à celle de désastre écologique. Les écologistes commencent à avoir leurs propres contradictions. Hein. Oui, ils sont toujours démocrates. Oui, mais ils sont contre le progrès. Là, il va falloir qu'ils se mettent, qu'ils commencent à chercher un peu de cohérence. Et ils en manquent, les écologistes, de cohérence. Hein. Ils en manquent. L'idée n'est pas saugrenue au moment où, en France, la légitimité de la Ve République, celle qu'on appelait la République monarchique,
d'apparence si solide, eh bien elle est remise en question. Regardez les actualités. La 5e aujourd'hui, sans parler de la France insoumise, qui elle prône carrément une 6e République. C'est dire si la 5e République a du plomb dans l'aile. Donc aujourd'hui, la 5e République, elle est remise en question. Elle est remise en question par quoi ? Justement, revenons aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont permis une prise de conscience. La prise de conscience de la domination de la classe politico-médiatique. Premièrement. Et deuxièmement, souvenez-vous du mouvement des Gilets jaunes très intéressant, qui a mis en avant le besoin que la démocratie représentative, donc les députés, c'était une escroquerie et qu'il y avait besoin d'un système de représentativité directe. Vous vous souvenez, le fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne. C'est bien la preuve que la démocratie représentative ne fonctionne pas. C'est bien un problème. Donc, la question pour les royalistes français, la seule question qui vaille, c'est est-ce que le processus de déclin de la Ve République, déjà bien entamé, va-t-il, dans un avenir plus ou moins proche, offrir une opportunité de recours au prince chrétien ? Ça, c'est une question. Au vu de la rapidité avec laquelle les crises s'enchaînent en France, les unes après les autres, de crise sociétale en crise sociale, j'aurais tendance à penser que oui, des opportunités de crise, ça va continuer. Ça va continuer. Et dans ce cas-là, les monarchistes politiques, vous l'avez compris que la particularité des monarchistes d'Action française, c'était des monarchistes politiques, et non pas des monarchistes culturels, c'est de s'impliquer dans la stratégie, c'est-à-dire le comment allons-nous nous y prendre pour restaurer le prince chrétien. Ne pas laisser passer la verte fortune sous le nez, comme malheureusement elle nous est passée à plusieurs reprises. Les monarchistes ont été prêts de prendre le pouvoir à plusieurs reprises en France. Je pourrais vous l'expliquer, mais ça c'est plus de l'histoire. Voilà, ça c'était pour répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, être royaliste, c'est crédible ? Je vous fais la synthèse. Étrangement, le vent de l'histoire semble nous pousser le royalisme dans le dos. Ça semble énorme, mais réfléchissez à tout ce que je vous ai dit. Évidemment, le problème, c'est que nous ne sommes pas 1%. 1 sur 100, comme dit Léo Ferré dans sa chanson sur les anarchistes, on n'a pas 1 sur 100, c'est un peu le cas des royalistes politiques, malheureusement. Deuxième sujet, donc nécessité d'une stratégie. Nous avons vu la mission, nous avons vu, oui, que c'était crédible. Si c'est crédible, il faut se poser la question des moyens. Donc, on va aborder la stratégie, et on va l'aborder sous l'angle de la stratégie à terminaison. Je vais essayer de m'expliquer. Là, je vais remonter un petit peu le temps dans l'histoire de l'Action française. Il faut remonter à l'origine de l'Action française, dans le premier texte doctrinal de Charles Maurras. Vous savez qu'il s'appuie au niveau de la méthode, l'empirisme organisateur, et au niveau de la doctrine, le nationalisme intégral. On s'appuie sur les idées de Charles Maurras. Eh bien, pour la stratégie, peu de gens y ont fait attention, mais dans le premier texte doctrinal de Maurras, il en parle. Alors, qu'est-ce que c'est que le premier texte doctrinal de Maurras ? Ça tombe bien.
il date de 1899. Oui, c'est loin. Au début de la Troisième République, en 1899, elle a 22 ans, la République. Elle est toute fraîche en France. Et elle a lutté pour s'implanter, elle s'est donné beaucoup de mal. Et en face, à cette époque-là, déjà, au bout de 20 ans, il y a de l'agitation de ce qu'on appelle le nationalisme. C'est le moment de la naissance du nationalisme. Le nationalisme, à l'époque, ça naît avec la Révolution française, le nationalisme. Pour faire gros, il est à gauche. Et il va basculer en opposition à la République. Presque en 1900, un an avant. Donc, suite à l'agitation nationaliste, la Troisième République, qui gouverne mal, mais qui se défend bien, s'est lancée dans une répression très dure contre les chefs du Parti royaliste. Parce que les chefs du Parti royaliste avaient fait une tentative de coup de force qu'aujourd'hui on qualifierait de populiste, qui n'avait pas marché. Et ils ont été obligés, ces chefs du royalisme, de s'enfuir à l'étranger. Et c'est pourquoi Maurras, qui est alors simple journaliste, qu'est-ce qu'il peut faire face à la répression policière? Lui, il n'est pas concerné. Il va riposter, il va trouver un moyen de riposte, et il va faire une déclaration des écrivains royalistes. Si vous la cherchez, vous la trouvez facilement sur le web, elle est très courte, vous pourrez la voir très courte. Elle fait une 30aine de pages. Et elle s'appelle « Dictateur et roi ». Je vous ai dit, à un moment donné, le vilain mot est lâché, il y a le mot de dictature, ça vient de là. Dictateur et roi. Et c'est dans ce texte doctrinal qu'il explicite une idée force que je vous ai déjà évoquée. Il dit, pour que la monarchie légitime puisse libérer la société française de la domination de l'oligarchie, parce qu'il y a déjà une oligarchie républicaine qui s'est mise en place, il faut d'abord maîtriser l'État. Déjà, vous voyez qu'à l'époque, on ne parle pas de guerre culturelle, mais lui, il n'est pas d'accord. Il dit non. Ce qu'il faut, c'est prendre en main l'État. Il faut d'abord prendre en main l'État si on veut pouvoir libérer le pays de l'oligarchie. Et il a, je dirais, c'est pratiquement un slogan. Il dit « L'autorité en haut de la société est la première dans le temps avant l'éclosion des libertés en bas. » C'est-à-dire qu'il dit que si on veut que le peuple retrouve ses libertés, si je prenais un langage 68 art que j'ai tendance à faire mien, si on veut que le peuple s'autogère en bas, il faut d'abord qu'on ait restauré l'autorité. D'où le fameux slogan maurassien, l'autorité en haut, les libertés en bas. Et, dit Maurras, une fois les royalistes auront repris le pouvoir, le roi devra exercer deux fonctions. Deux. Vous allez me dire, le roi, c'est le roi. Non, dit Maurras. Maurras dit qu'il faut deux fonctions. Dans une phase transitoire, le roi devrait être dictateur. Dictateur pour faire justice des criminels d'État. Il dit non, il ne faut pas rigoler. Il y a des criminels d'État en ce moment. Il y a des criminels d'État, il faudra rendre justice. Ça sera le roi devra commencer par ça. Et ensuite, et à cette condition préalable, alors
il pourra permettre au pays réel, c'est-à-dire la France d'en bas, de se reconstituer et de retrouver ses libertés. Deux temps. Il dit d'abord faire justice des criminels d'État, et ensuite, on pourra permettre au peuple de retrouver ses libertés. Donc, avec ce principe-là, Maurras, dès l'origine, fait de la stratégie. Comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Il vient de définir un processus stratégique en 3 étapes séquentielles. 1, il faut conquérir le pouvoir ou la maîtrise d'État. Donc quand je parlais avec vous, je parlais que de ça. Il faut conquérir l'État. Mais 2, il dit c'est pas suffisant. Il faut une phase de consolidation. C'est pas tout de ramener la monarchie. Il faut consolider la monarchie, et ça se fera durant une période transitoire sous forme de dictature. Alors, en 1900, on n'a pas peur des mots. Le mot de dictature ne fait pas peur parce que 30 ans avant, il y avait l'Empire qui était une dictature, le Second Empire. Et quand il écrit ça, en Europe, il y a de nombreux empires. Donc c'est pas un gros mot à l'époque. Et l'Europe n'était pas franchement malheureuse, puisqu'on appelait cette époque la Belle Époque. Donc, premier temps, conquérir du pouvoir ou maîtriser l'État. 2, une phase de consolidation sous forme de dictature. Et 3, enfin, ce sera l'instauration définitive de la monarchie fédérative qui va générer des libertés en bas. Donc vous voyez qu'il dit, oh là là, c'est pas aussi simple que ça. Il ne faut pas simplement monter des barricades, prendre la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, mettre le roi à l'Élysée, et ça y est, l'affaire est terminée. Non. Il est plus sérieux. En expliquant ça à Maurras, il n'innove pas vraiment. Il ne l'a pas inventé. Vous savez que sa méthode, qu'il nous a enseignée, c'est d'observer l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait, Maurras ? Il a aligné son texte de Dictateur et roi sur la récente expérience républicaine. 20 ans avant, quand les républicains ont pris le pouvoir, qu'ont-ils fait ? D'abord, les républicains ont pris le pouvoir par la conquête des moyens institutionnels. Ils ont pris les parlementaires et ensuite le Sénat, et ensuite présidence de la République. Ils ont fait voter à une seule voix de majorité, c'est le fameux amendement Vallon, à une voix de majorité, ils ont fait donner à l'État de l'époque le nom de République. Puis lentement, après, ils ont fait la conquête des parlementaires et ensuite du Sénat. Donc, ça, c'est la conquête de l'État. C'est ce qu'ont fait les républicains. C'est ce que propose de faire Maurras. Une conquête de l'État. Deuxièmement, la Troisième République, jusqu'alors, elle était aux mains des monarchistes. Et là, elle passait aux mains des républicains. Qu'est-ce qu'ont fait les républicains ? On a oublié le génocide vendéen, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en 1877 ? Ils ont procédé à une violente phase de consolidation. C'est eux qui ont mis au point la phase de consolidation de leur prise de pouvoir républicaine. En 1877, ils ont renvoyé 85 préfets, 78 secrétaires généraux, 280 sous-préfets. Quand Maurras dit qu'il faudra une dictature pour rendre justice, il dit, moi, je m'inspirerai de ce qu'ont fait les républicains. 2 ans plus tard, les républicains ont procédé à une épuration encore plus radicale des personnels judiciaires, administratifs, financiers et militaires. Le dictateur républicain avait un nom à l'époque, c'était Léon Gambetta. Et on se souvient de sa célèbre injonction. Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, croyez-le bien, messieurs, il faudra se soumettre ou se démettre. À cette pratique-là,
On n'a pas appelé ça, à l'époque, la dictature républicaine, on a appelé cette méthode la guillotine sèche. La guillotine sèche. Vous connaissez la méthode maurassienne, on s'inspire de l'histoire. Ça, c'est pour la deuxième phase. Troisième phase. Eh bien, les républicains vont imposer la République des républicains. Et elle a pu s'épanouir par la domination du pays réel par le pays légal. Le pays légal maîtrisait tous les moyens d'État, toute la puissance des différents moyens d'État. Et là, à partir de ce moment-là, ce fut la République avec un grand R qui fait qu'aujourd'hui, nos concitoyens ne savent plus ce que c'est que le génocide vendéen. Ah, elle s'est épanouie la République. Ceux qui veulent s'intéresser à ce que je viens d'évoquer, vous pouvez le retrouver dans 2 livres remarquables de Daniel Halévy, qui s'appelle le premier « La fin des notables » et le second « La République des ducs ». Je vous conseille vivement, ceux qui s'intéressent à l'histoire, d'aller vérifier tout ce que j'ai dit, c'est expliqué en détail. Ça, c'était pour répondre à la problématique, la stratégie, les origines de la stratégie d'action française. Donc, 120 ans. 4e point, le gros mot a été lâché, dictature. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Si on accepte, à l'Action française, nous l'acceptons de suivre Maurras dans son approche stratégique, en 3 phases, il a bien défini 3 phases, je vous ai dit à terminaison. Il va jusqu'au bout, 3 phases. Alors, il nous faut démythologiser le mot dictateur. Sinon, si on ne fait pas ça, on reste un royaliste hors sol. Nous ne pouvons pas, nous, royalistes, avoir peur du mot dictateur, mais il faut le démythologiser. Maurras donne un nom à ce dictateur. Il appelle ça la phase transitoire. Il appelle ça la monarchie de salut public. Et il ne changera jamais sa position. 10 ans plus tard, en 1908, le 16 juillet 1908, il écrira encore « Un régime nouvellement établi commence nécessairement par un état de dictature. » Il ne parle pas de la monarchie. Il dit nécessairement un régime nouvellement établi. De nos jours, sous l'aliénation du politiquement correct, le mot dictateur fait peur à tout le monde, il affole. On entend le mot dictature comme l'équivalent du fascisme. Un dictateur, c'est le fascisme. Bon, soyons sérieux. Nous, maurassiens qui pratiquons l'histoire, nous savons très bien le vrai sens du mot dictateur dans la République romaine. Le dictateur, c'est celui qui travaille pour le salut public. Pour le salut public. Mieux, et plus d'actualité, nous posons la question. Franchement, qu'est-ce que le chancelier de la République fédérale allemande, sinon un dictateur? Qu'est-ce que le président de la République française, sinon un dictateur? Faut-il vous rappeler l'usage du 49.3 ou l'article 16, ou s'il le souhaitait, le référendum? Le président de la République française possède tous les outils de la dictature. Il l'utilise ou il ne les utilise pas. Là, le 49.3, il a été utilisé à 10 reprises en un temps record. On va voir si sur la loi des retraites, il va être utilisé contre 68%, si j'ai bien compris, de la population française. Je ne suis pas sûr de mon pourcentage. On va voir. En tout cas,
le président de la République est un dictateur potentiel. Il ne le montre pas trop. Le général de Gaulle, lui, allait plus loin. Il est allé beaucoup plus loin. Donc, si nous ramenions la monarchie, le roi dictateur, qu'est-ce que ce serait? Le roi dictateur, il utiliserait tout simplement la Constitution que lui offre la Ve République. Dans une phase transitoire, quoi de plus simple d'utiliser la Ve République, ça n'effaroucherait personne, et celle-ci institue une sorte de monarchie temporaire, pour celui qui veut. Monarchique, elle l'est bien, puisque la réalité du pouvoir appartient à un seul. Regardez Macron. Regardez, est-ce qu'il n'est pas tout seul? Il y a des moments où on se pose la question. Il est tout seul. Il est tout seul. C'est la Ve République. De Gaulle l'avait faite dans ce sens. Ne l'oublions pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 1958, l'Action française, elle a voté pour la constitution de la Ve République. On a compris que c'était une étape, une possible étape intermédiaire. La Ve République dispose de tous les outils nécessaires à la phase de consolidation du pouvoir préconisée par Maurras. L'article 16, qui donne tous les pouvoirs au président de la République, ferait rêver tous les dictateurs romains. Tous les dictateurs romains, l'article 16. En 1961, les Français d'Algérie et les militaires qui résistaient à De Gaulle, ils ont dû en constater la redoutable efficacité. Redoutable efficacité. Intéressez-vous aux chroniques de l'historien Philippe Ariès dans l'hebdomadaire La Nation française, qui sont éloquentes. Aujourd'hui que la technocrature a pris le pouvoir de la Ve République, le président Macron use et abuse des moyens offerts par la Ve République pour consolider quoi? Son hold-up démocratique. Il a fait un hold-up démocratique. Un jour, si vous le souhaitez, je vous raconterai le hold-up démocratique de Macron. Donc aujourd'hui, évidemment, les nécessités du XXIe siècle ne sont plus les mêmes qu'en 1900. À l'époque, c'était la crise dreyfusienne. Donc aujourd'hui, ça serait quoi, les mesures de salut public? Alors soyons clairs. Je ne vais pas vous dire, voilà les mesures de salut public qu'appliquerait le monarque. Les décisions et les choix du prince n'appartiennent qu'au prince. Je ne suis pas dans sa tête. Ceci dit, au travers de ses écrits, en lisant ces textes, on peut comprendre, on peut envisager que ces choix de consolidation porteraient sur 3 problématiques. La première problématique culturelle causée par les flux migratoires. Relisez ou lisez son livre, vous verrez qu'il aborde clairement le problème culturel causé par les flux migratoires et il commence à exposer des propositions. Deuxièmement, mesure sur laquelle il agirait certainement assez vite, après le culturel, il s'intéresserait au démographique, qui est la conséquence du vieillissement de la population. C'est moi qui ai extrait ça en lisant son ouvrage, je n'invente rien. Ensuite, troisièmement, mesure sociale. Ça veut dire quoi? Sociale à cause de la colonisation exercée sur le pays réel par le pays légal, c'est-à-dire la technocrature, la classe politico-médiatique. La classe politique est devenue la technocrature. Le pays légal, il exploite de toutes les manières le pays réel et il le vide de sa substance. C'est bien ce dont le vaste mouvement des Gilets jaunes a commencé à prendre conscience en appelant le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, face à l'escroquerie de la démocratie représentative aux mains de ce qu'ils nomment les Gilets jaunes l'oligarchie.
Nous l'appelons le pays légal, ce qu'ils appellent l'oligarchie. Donc, quand on lit Le Prince, on voit bien qu'il s'occuperait très rapidement dans la phase de consolidation des problèmes migratoires, des problèmes culturels causés par les flux migratoires, de la démographie avec le vieillissement de la population, et social à cause de la colonisation par les technocrates. Donc il est crédible de penser, car l'histoire nous montre que le premier soin du dictateur, c'est de donner satisfaction au sentiment du public, que dans la phase de consolidation du pouvoir, le prince procédera, sinon à la déconstruction, du moins à la neutralisation du pays légal, c'est-à-dire les technocrates, qui sont assujettis à Bruxelles, qui tous défendent l'idéologie post-nationale, c'est-à-dire qu'ils souhaitent que la nation soit évacuée, qu'il n'y ait plus que le citoyen consommateur, Bruxelles, l'Europe, et prochaine étape, la mondialisation. La Constitution de la Ve République, elle donne tous les moyens de neutraliser ces colonisateurs, qui sont quelques dizaines de milliers en fait. Ils ne sont pas très nombreux. En revanche, ils occupent solidement tous les points stratégiques. La haute administration, la haute police et la haute finance. Une fois que ces actions de la phase transitoire seront menées, il appartiendra au prince de restaurer l'institution familiale dans la Constitution de la Ve République. Le vote familial, ça c'est très important, le vote familial. Le prince est très attaché à la famille, c'est peut-être ce qui lui importe le plus. Le vote familial, vous savez ce que c'est. Le vote familial, c'est-à-dire vous êtes père de famille, votre épouse vote, mais vous avez 3 enfants, vous avez 4 bulletins de vote. Le vôtre et celui de vos 4 enfants. Le vote familial est impératif. Et ça serait vraiment représentatif. Donc à partir de ce moment-là, une fois qu'on aura passé la phase transitoire, on pourra passer enfin à la monarchie fédérative. J'ai cherché à démythifier, démythologiser la notion de dictature, démystifier, si on veut, démystifier le mot de dictateur et de dictature. Autre point, et même si cela marchait, autre question, et même si cela marchait, est-ce que le pays n'est pas trop abîmé? Même si ça marchait, est-ce que le pays, dans la dernière phase, peut renaître? Est-ce que le pays peut renaître? Clairement, si le prince dictateur donne raison au pays réel, donne satisfaction au pays réel en déconstruisant la domination du pays légal, il faut être honnête, ça ne sera pas suffisant. Les Français, le citoyen français, il a été déshabitué à prendre ses responsabilités. La seule chose qu'on lui dit, tous les 5 ans, grosso modo, tu mets un bulletin de vote. Il y croit de moins en moins. Les taux d'abstention sont faramineux. Aux dernières élections législatives, 54% des Français ne se sont pas déplacés. 54%. Donc les Français, ils ne gèrent plus rien. C'est l'administration qui décide de tout. Vous avez un problème? Connectez-vous sur le site web. Vous n'avez pas réussi votre timbre pour le passeport? Vous allez sur Internet. Il n'y a même plus de fonctionnaires en face. Totalement, le français est déresponsabilisé. Les impôts, le français ne te casse pas la tête, c'est trop compliqué. On va te les prendre à la source. Cherche plus. Des fois, en plus, tu pourrais faire la grève de l'impôt. Ne te casse pas la tête. La République s'en charge pour toi.
on va te prendre les impôts à la source. Le français est totalement déresponsabilisé. Totalement déresponsabilisé. Il n'est plus représenté au Parlement, il est déresponsabilisé. Il est devenu un enfant consommateur. D'ailleurs, il a des réactions d'enfant consommateur. C'est pour ça qu'il veut que ça continue. J'ai un problème, Macron, vite, un chèque. Je ne veux plus travailler d'ailleurs, je veux des chèques. Il est complètement déresponsabilisé. Est-ce que les citoyens français seraient capables de remonter en puissance, d'avoir confiance en lui-même? Il n'a plus confiance en lui-même, ça ne l'intéresse même plus. Ça ne l'intéresse même plus. Il est plus capable. Il est plus capable. Il y a très peu de Français qui sont capables de créer de petites entreprises et de prendre des responsabilités. Déjà, quand j'étais jeune, le conseil, c'était « il faut travailler dans les bureaux. Être fonctionnaire, c'est le top ». Donc, c'est pas gagné. La renaissance du pays n'est pas gagnée, n'est pas acquise. Grosso modo, les Français sont partisans de la servitude volontaire. Et l'épisode du Covid nous l'a bien montré. Non mais vous vous souvenez de l'épisode du Covid, c'est incroyable. On a un petit papier. Ah, vous allez faire pisser votre chien? Hop, vous avez un papier? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà où le citoyen français, dont on nous vante les valeurs, liberté, égalité, fraternité, où il en a été réduit. C'est pathétique, hein. C'est pathétique. C'est pathétique. Cette époque du Covid a été pathétique. Donc depuis longtemps, à l'Action française, on le regrette. Hein. On le regrette. Hein. Je dirais, on regrette ça grosso modo pratiquement depuis la fin de l'Algérie, c'est-à-dire depuis les années 60, où là on a pris conscience. Je vais vous lire, alors c'est un peu pénible, mais je vais vous lire une phrase d'un petit texte stratégique de l'Action française qui s'appelle « La cathédrale effondrée ». Pardonnez-moi, c'est jamais très agréable. Tout ce qui concerne dans la société une position indépendante est méthodiquement soumis aux contraintes étatiques. Tout ce qui garde la volonté d'entreprendre se voit découragé par système. Une politique de centralisation abolit ce qui restait des libertés communales, remplace partout le responsable par le gestionnaire, intervient jusque dans les familles pour disputer aux parents le choix de l'éducation et de l'orientation des enfants, en même temps que les institutions sclérosent, étouffent les cellules vivantes, les mœurs se dégradent. Ça, l'Action française l'a écrit en 60, c'est-à-dire qu'on est en plein dans la période des 30 Glorieuses. Évidemment, on ne pouvait pas être compris. C'était la consommation à tout va, la première chaîne, la deuxième chaîne, enfin, les voitures, c'est pas possible. Donc dans ces conditions, on ne peut pas se contenter de reprendre les analyses de Maurras de 1900, c'est pas possible, puisque lui, à l'époque, la société était encore solide. Les familles étaient solides, les communes étaient solides, il y avait encore des provinces solides. Donc, on libérait l'État de la domination du pays légal, et ensuite, le pays pouvait renaître, pouvait refleurir. Ce n'est plus le cas, on en convient, le pays n'est plus capable de refleurir. Il n'est plus capable de renaître. Donc, l'Action française a conscience qu'il faut également constituer une relève au pays. Appelons un chat, l'AF doit préparer une élite pour demain. C'est pour ça qu'il y a son rôle de mouvement école, d'école de pensée. Et c'est ce qu'elle essaye de faire, en particulier, par plusieurs moyens, mais en particulier par son camp d'été, le camp Maxime Réal d'Ersat, qui chaque année, donc, essaye de former 300, à peu près 340 jeunes la dernière fois, 300 jeunes, on va dire. La préparation d'une élite est indispensable au succès de la reconstruction du pays réel. Il faut être honnête, l'AF y a peu travaillé. Il faut reconnaître nos erreurs, on y a insuffisamment travaillé.
L'AF s'est essentiellement soucié d'aider à ramener l'héritier sur le trône. Et non seulement de ramener l'héritier, mais quand ça va mal, de sauvegarder l'héritage dans les périodes difficiles. Là, on se dit, oulala, là, c'est en ce moment, vu la situation dans laquelle on est, l'important, c'est pas de ramener le roi, c'est de sauver la France. Parce que la situation est grave. Situation de guerre en particulier. Donc, il faut que nous constituions une relève. Alors, on n'est pas les seuls à en prendre conscience. Hein. C'est, par exemple, on sent bien que c'est le projet, c'est l'idée, par exemple, de Marion Maréchal. C'est Zemmour aussi, il en a conscience. C'est clair. Marine Le Pen aussi, quand elle forme ses députés. Mais elle croit que c'est au Parlement que ça va se régler. Nous, c'est pas ce qu'on dit. Si on veut que le pays renaisse, c'est pas en formant des députés. C'est en formant la jeunesse. Jusqu'à présent, on a échoué. Il faut être honnête, hein, si en 1934, on avait réussi le coup de force, comme nous le demandait le duc de Guise, il est évident que l'action française n'aurait pas été en mesure de fournir les cadres nécessaires pour aider les princes pour la phase de consolidation. On a beaucoup travaillé, nous travaillons beaucoup à former des cadres pour restaurer la monarchie, mais à l'époque, nous n'avions pas formé des cadres pour constituer ne serait-ce qu'un gouvernement ou aider à prendre des postes dans l'administration. Souvenez-vous ce qu'ont fait les Républicains. 80, je ne sais plus combien, 250 préfets, souvenez-vous. On ne les avait pas préparés. On avait loupé cet épisode de la relève. Aujourd'hui, nous en avons conscience. On pensait, nos maîtres, Maurras, à l'époque, pensaient qu'il suffisait, pour empêcher la ruine de la cathédrale France, il suffisait de restaurer la clé de voûte, la monarchie. On ramenait le roi, et ça suffisait. Eh ben non, aujourd'hui on en a conscience. C'est plus possible. Et c'est aussi en partie cette incapacité, cette non-préparation de l'action française, c'est ce qui est arrivé au moment de Vichy. Parce que tout le monde dit Vichy... c'était l'action française. Pas du tout. Pas du tout dans le régiment de Vichy. Il n'y avait pas de champ d'action française. Et pourquoi ? Parce que Pétain, il avait besoin de personnel, le maréchal Pétain, il avait besoin de personnel. Il est allé les chercher là où il pouvait les trouver. Il est allé les trouver chez les technocrates de Darlan. Mais des gens d'action française dans le gouvernement de Vichy, il n'y en avait pas. Parce qu'on ne les avait pas préparés. D'un autre côté, à Londres, le général de Gaulle, qui a commencé à préparer la prise de pouvoir qu'il a fait à la Libération. Il a préparé un gouvernement, puisqu'il a créé un gouvernement. Et il n'a pas fait appel aux gens d'Action française. Il y en avait beaucoup à Londres, des résistants d'Action française. Mais ils n'étaient pas préparés à assurer le pouvoir. Ils n'étaient pas prêts pour ça. Il n'était pas prêt pour ça. Et sur quoi s'est appuyé le général de Gaulle, je vous donne dans le mille? Des technocrates. Et quand il est arrivé en France, il a gardé aussi les technocrates de Pétain. Qu'on regarde un peu le nombre de technocrates qui sont restés en place. Il y a un savoir-faire pour gérer le pays. Si on veut que le pays renaisse, il faut l'aider, il faut l'encadrer. Donc c'est une fonction supplémentaire de formation, la relève d'AF. On en a conscience. Pour le moment, il faut être clair, on n'est pas franchement plus au point que Marion Maréchal qui forme dans son école 25 personnes par an. Nous, on travaille un peu plus, mais on n'est pas beaucoup plus fort. Voilà. Donc c'est pour ça que dans la stratégie d'action française, on sait qu'il faut améliorer notre dispositif de courroie de liaison dans certains secteurs. Voilà, donc là, je viens d'aborder mon avant-dernier point. Très bien. Je peux continuer ? Oui, parce que je continue, très bien. Dernier point. Là, je vous ai tout de même
évoqué pas mal de points d'histoire, et d'une certaine façon, est-ce que je ne vous ai pas présenté une action française un peu hors sol, c'est-à-dire dans le temps? Je vous ai parlé de 1899, je vous ai parlé de 1934, je vous ai parlé de Vichy, je vous ai parlé de Gaulle. À un moment, hop, j'ai parlé un peu de Macron, mais tout ça, c'est un peu loin, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'aujourd'hui. J'ai pris un thème d'actualité, très simple, pour traiter de la question, mais y aura-t-il jamais réellement une opportunité de restauration? Et ce matin, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'aborder un thème d'actualité. L'argument est bon. Est-ce qu'on n'est pas un peu hors sol? Est-ce qu'on n'est pas dans le passé? Eh bien, on va faire une courte parenthèse sur notre belle aujourd'hui, notre belle époque. La mondialisation heureuse, notre belle époque. La paix garantie par l'Europe. On est tous d'accord. L'Europe garantit la paix, on est tous d'accord. Bon, si on tourne notre regard vers l'Orient, parce que l'Orient, c'est pas que le Moyen-Orient. L'Orient, c'est Kiev, c'est Moscou, c'était Berlin. Si on regarde un peu de ce côté-là, depuis un an, les orthodoxes se livrent une terrible guerre conventionnelle. Conventionnelle. Une guerre que les militaires appellent symétrique. Deux armées conventionnelles symétriques. Dont on nous disait, et je suis bien placé pour vous le dire, que la guerre symétrique, il y a encore un certain nombre d'années, il n'y a pas très longtemps, on nous disait, ça relève du passé, hein, c'est fini ces guerres-là. D'ailleurs, c'est tellement fini qu'on peut réduire le format de l'armée française. Moi, j'ai vu la réduction du format de l'armée française. Hop. De toute façon, la seule mission de l'armée française, ça sera d'assurer la présence, et plus exactement la défense des intérêts de la République en Afrique. Au Mali, où on vient de se faire sortir. Au Burkina Faso, où on est sommé de quitter le pays sous un mois. En voilà une preuve de plus du déclin de la civilisation des Lumières. Quand je vous dis que la démocratie décline, voilà. Donc oui, on va parler de la guerre conventionnelle. Elle est en Europe. Allons plus loin, on ne va pas finasser. L'Europe, c'est pas la paix, aujourd'hui, l'Europe, c'est la guerre. Et bientôt, la guerre pourrait toucher la France. Contrairement à ce que tous les progressistes affirment à longueur de télévision aux Français. Non, il n'y a pas d'inquiétude. Poutine, il est malade, ça se voit, il n'appuiera pas sur... Non, il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter. Malgré l'évidence et l'accélération de l'escalade de la France dans la co-belligérance. Sanctions économiques, durcissement par les sanctions financières, fourniture de canons, de chars légers, de moyens de lutte antiaériens, de munitions lourdes. Et aujourd'hui, on commence à discuter des chars lourds et on a même envisagé les avions. Mais à part ça, on dit non. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque que la France soit entraînée dans la guerre. Alors nous, nationalistes intégraux d'Action française, on a la mémoire longue. Et on se souvient qu'on avait été moqués. Juste avant la guerre de 14, on avait été moqués parce qu'il y avait un des grands leaders de l'Action française, Léon Daudet, qui avait écrit un livre en 1913. Il avait titré son ouvrage « L'avant-guerre ». À l'époque, on avait dit « Oh, les royalistes, vous êtes hors sol, là. La guerre en Europe. Impossible. » On ne l'a pas oublié. Alors oui, la France pourrait être entraînée dans une guerre symétrique.
Mais alors quel lien avec la stratégie politique? Pourquoi je suis parti comme ça, bille en tête? Parce que c'est d'actualité. Quel lien? Eh bien, répond l'Écho, eh bien, le lien, c'est les dominos que l'histoire de France, vous savez le jeu de dominos, les dominos qui tombent les uns derrière les autres, que l'histoire de France dégage entre les guerres et les renversements de régime. Toujours l'histoire. Souvenons-nous, la chute de l'Ancien Régime, la chute de la monarchie, aujourd'hui elle est considérée comme une conséquence de notre engagement dans la guerre américaine. Aujourd'hui, on en convient. Si on ne s'était pas engagé dans la guerre américaine, l'Ancien Régime ne serait certainement pas tombé. Ça avait mis complètement la France à genoux. Le Premier Empire, il est sombré dans sa fuite en avant dans la guerre. Napoléon, il ne pouvait pas mener son projet sans de plus en plus entrer en guerre. Sans arrêt, c'était de la fuite en avant. Et il est tombé. Le Second Empire, il s'est écroulé dans la guerre avec la Prusse, en 1870. Ce qui a suivi le gouvernement républicain dit de défense nationale, il est tombé suite à la défaite des armées républicaines face à la Prusse. La Troisième République, elle s'est transformée en État français à Vichy, suite à notre défaite de 1940, face à la Wehrmacht nazifiée. La Quatrième République, elle s'est effondrée dans le cadre de la guerre d'Algérie. Au moment d'Algérie, on appelait ça le putsch d'Alger. Alors, est-ce qu'il faut en dégager une loi historique? Peut-être pas, mais reconnaissons que la guerre constitue presque toujours une cause de changement institutionnel en France. Presque toujours. Guerre, changement de régime. Donc, à la question, y aura-t-il jamais une opportunité? J'ai tendance à dire que aujourd'hui, la technocrature qui nous dirige, qui pousse à l'escalade dans la co-belligérance, elle favorise une situation de type guerre, changement d'institution. Je ne dis pas que l'Action française la souhaite, au contraire. Je vous l'ai dit, la mission prioritaire de l'Action française, sa mission, c'est ramener l'héritier, mais en cas de difficulté, c'est de sauver l'héritage. Il ne nous servira à rien de ramener un héritier s'il n'y a plus d'héritage. Donc, non à la guerre. Bien entendu, c'est notre position. Non à la guerre. Mais nous devons constater qu'on nous y entraîne. Voilà, j'ai terminé avec les quelques points que je voulais vous présenter. J'espère ne pas vous avoir ennuyé.